Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, vous êtes ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez écrit en 2020 Gouverné par les fake news et vous venez de publier Opération Déluge Al-Aqsa concernant le conflit israélo-palestinien, toujours aux éditions Max Milo. Dans ce dernier livre, vous analysez longuement, avec une rare précision, les événements du 7 octobre, ainsi que la guerre qui a suivi entre les Israéliens et les Palestiniens. Et plus largement, vous analysez le conflit depuis le début du XXe siècle. Nous allons aujourd'hui parler de trois événements qui font la une de l'actualité ces derniers jours, à savoir la libération des quatre otages par l'armée israélienne le 8 juin dernier et qui a fait 274 morts côté palestinien, si je ne me trompe pas, l'offre de trêve du président Biden qui dit étudier la réponse palestinienne par rapport à cette offre de trêve, et la situation au nord, à la frontière libanaise, où deux, voire trois militaires du Hezbollah viennent d'être tués par l'armée israélienne. Alors, première question, concernant l'opération israélienne d'une grande ampleur qui a permis de libérer quatre otages israéliens, mais qui a tué plus de 270 Gazaouis dans le camp de Nusayra. Quelle est votre analyse de cette opération? Effectivement, cette libération de prisonniers ou otages, selon la terminologie française, enfin pas française, mais occidentale, et on reviendra sur cette terminologie plus tard, et c'est finalement le premier grand succès israélien à partir des objectifs qui étaient définis pour leur opération à Gaza. Donc, ils ont leur premier grand succès au bout de 9 mois pratiquement de guerre à Gaza et après avoir tué des dizaines de milliers de civils. Alors ça, c'est important parce que du côté israélien, on a vu que la foule avait exulté, qu'on avait des gens qui dansaient dans la rue, etc. Donc on voit aussi le côté, l'aspect quand même assez dérisoire de ce succès par rapport aux dégâts, aux dommages causés. Et cette disparité illustre finalement la philosophie avec laquelle Israël se bat en Palestine. Et on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'est leur premier grand succès. C'est une opération de libération qui se fait par la force brute et non pas par une opération clandestine de type chirurgical, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez notable. C'est-à-dire que depuis 9 mois, les Israéliens n'ont pas été capables de mener des types d'opérations chirurgicales qui permettent de libérer leurs otages ou prisonniers selon la terminologie. Et ils sont obligés de le faire par la force brute, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Nuseirat, peut-être pour situer pour les auditeurs l'emplacement. Donc Nuseirat se trouve au nord de la bande de Gaza, là où il y a le point rouge. Et c'est en fait au milieu d'une zone où il y a à proximité d'ailleurs un camp de réfugiés. Alors, l'opération a été faite en dégageant un couloir d'accès avec des frappes aériennes en quelque sorte. Donc, on a carrément nettoyé le terrain pour permettre aux commandos d'entrer dans la zone, finalement avec un minimum de risque, et puis d'accéder à l'emplacement où étaient les prisonniers. Alors ça contraste beaucoup avec les opérations qu'on avait eues dans les années 70, les années 80, les opérations de libération d'otages qui ont été menées par les forces spéciales occidentales en Irlande du Nord, en Grande-Bretagne, en Italie et ailleurs, où on a des petits noyaux de gens extrêmement bien formés qui arrivent à localiser d'abord l'endroit où sont les prisonniers, puis ensuite, grâce à une opération à la fois audacieuse et chirurgicale, permet de récupérer les prisonniers avec un minimum de dégâts en éliminant que les terroristes. Alors là, on n'a pas du tout ce schéma-là et ça montre une fois de plus finalement l'incapacité des Israéliens à avoir
à la fois une stratégie, mais aussi des moyens de lutte antiterroriste qui soient, j'allais dire conformes à la pratique occidentale, si on peut dire ça comme ça, euh, qui soit en mesure d'atteindre un objectif sans détruire tout autour. Parce que c'est ça le but des opérations spéciales. Le but d'une opération spéciale, c'est d'avoir précisément une action qui est focalisée sur un endroit très particulier, de façon à éviter de tout détruire. C'est la finalité même d'une opération spéciale. Or, là, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On est dans une opération de force brute que n'importe quel militaire aurait pu faire. Ils ont envoyé des gens, des commandos Yamam, qui est une force, des commandos de police, qui sont apparemment, c'est un peu l'équivalent du GIGN en France ou du GSG 9 en Allemagne, par exemple. Mais en fait, une opération comme ça, n'importe quelle troupe, même très mal entraînée, aurait réussi à la faire. D'ailleurs, dans cette opération, il semblerait qu'ils aient même tué un otage, donc un des prisonniers israéliens. Donc on voit qu'on est assez loin de l'opération chirurgicale. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu faire ça? Eh bien, et c'est là où l'analyse de l'opération est intéressante, parce qu'il semble que les Israéliens n'aient pas su où se trouvaient les otages tout d'abord. Et d'ailleurs, ces prisonniers ont vécu dans une famille ou dans des familles palestiniennes, donc ils n'étaient pas dans des camps et des caves, etc., etc. Ils vivaient avec des familles palestiniennes. Apparemment, d'ailleurs, ils ont été bien nourris, bien traités, etc. On y reviendra plus tard. Mais pendant 8 mois, ils étaient pratiquement sous le nez des Israéliens, puisque la région de Nuseirat qu'on a évoquée, que j'ai montré tout à l'heure sur la carte, a été pratiquement occupée par les Israéliens au tout début de leur offensive à Gaza, et ils n'avaient aucune idée les prisonniers étaient à leur proximité immédiate. Donc on voit que le service de renseignement israélien qu'on jugeait infaillible, etc. Alors, on a vu au 7 octobre que ce n'était pas vraiment le cas. Mais d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit en 2000, dans mon livre sur la guerre asymétrique en 2003, et que j'ai répété dans mon ouvrage sur la lutte contre le terrorisme djihadiste qui a été publié chez Max Milo, les services de renseignement israéliens sont extrêmement médiocres en réalité. Ils sont très bons pour aller éliminer des gens, mais ils sont très mauvais pour les activités de renseignement en réalité. Ils ont un grand réseau d'informations dans le monde parce qu'il y a la communauté juive dans le monde qui leur sert un petit peu de réseau d'information. C'est d'ailleurs un problème qu'il y a eu dans les années 50 parce que ce réseau d'information qui s'étendait à la population juive dans les pays arabes a conduit au fait a conduit à une méfiance de la part des gouvernements arabes de cette présence juive qui participait ou qui était finalement des auxiliaires des services de renseignement israéliens. Mais bref, on ne va pas revenir sur ces détails, mais c'est la force des services israéliens, c'est en fait le réseau, oui, de la diaspora juive dans le monde, si on peut dire ça comme ça. Alors, évidemment, à Gaza, ils n'ont pas ce réseau-là, et du coup, leur information sur leur adversaire principal même, est extrêmement mauvaise. Et il semblerait que l'opération menée par les Israéliens a pu être effectivement menée grâce à des renseignements venus des États-Unis. Il semblerait que les États-Unis, grâce à leur réseau d'écoute et d'activité, rappellent que depuis octobre, les avions de renseignement à la fois britanniques et américains basés à Chypre ont fait plusieurs centaines de sorties au-dessus de la bande de Gaza ou dans les environs de la bande de Gaza afin de capter des informations et les transmettre à leurs alliés israéliens. Donc il semble que ce soit du renseignement occidental qui est permis aux Israéliens de mener cette opération. Donc on est de nouveau dans une situation où cette opération, elle est un succès vu comme ça de loin, mais quand on l'étudie de plus près, elle reflète un échec du renseignement israélien et de sa capacité à agir de manière ponctuelle, précise,
précisément grâce à un renseignement très pointu. Alors, on a évoqué d'ailleurs, puisque j'ai évoqué l'aide américaine, certains ont évoqué dans les réseaux sociaux que le pont flottant qui a été mis en place par les Américains aurait été utilisé par les Israéliens pour faire leur avance en direction de Nuseirat. Alors, quand on regarde la carte, on voit que le pont flottant se trouve beaucoup plus au sud, et puis il faudrait traverser toute la ville. On ne voit pas très bien pourquoi ce pont flottant aurait joué un rôle pour mener à bien cette opération. En réalité, il semble que les Israéliens soient venus tout simplement d'Israël, purement et simplement. Ceci étant, pourquoi cette confusion et pourquoi ces affirmations? Alors, on a vu effectivement un balai, disons quelques hélicoptères qui ont atterri à proximité du pont flottant, mais je pense qu'il y a une confusion entre deux événements qui sont arrivés simultanément dans la bande de Gaza, la libération des prisonniers qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi en même temps, les Américains ont remis en état le pont flottant qui avait été endommagé par les tempêtes ces derniers jours et qui était devenu inutilisable. Et donc, il a fallu le réparer. Et c'est les mouvements qu'on a observés autour du pont flottant résultent simplement de la remise en activité de ce pont flottant ou de ce port flottant, pardon, qui a été remis en activité le même jour où les Israéliens ont fait leur opération. Mais il ne semble pas qu'il y ait un lien entre les deux affaires. Donc ça me semble quand même important de le mentionner. Les Américains sont certainement intervenus dans cette affaire, mais au niveau du renseignement seulement. Alors, il est peut-être intéressant aussi de se pencher sur la question des prisonniers. Et je dis prisonniers, pas otages, vous le notez. On a évoqué dans des vidéos précédentes qu'il faut faire une distinction entre la notion d'otage et celle de prisonnier. Le 7 octobre, l'objectif du Hamas et des organisations palestiniennes qui ont participé à l'opération Déluge d'Al-Aqsa, leur objectif était de faire des prisonniers. Et pourquoi faire des prisonniers? Pour forcer les Israéliens à revenir à la table de négociation concernant la libération ou les négociations pour libérer les prisonniers qui sont dans les geôles israéliennes depuis des années, dont certains d'ailleurs sont sans aucune charge, donc qui sont effectivement techniquement des otages, et puis d'autres qui ont des charges contre eux, mais ça fait environ 5000 prisonniers qui sont dans des prisons, plus 1000 à 1500, le chiffre n'est pas encore très précis, 1000 à 1500 prisonniers qui sont retenus sans charge, donc qui sont littéralement des otages. Il y avait eu des négociations à la fin 2022 qui avaient été interrompues par les autorités israéliennes. Les Palestiniens n'ayant pas d'autres possibilité pour forcer les Israéliens à revenir à la table des négociations, mais ils ont décidé d'aller prendre des prisonniers de façon à forcer la main des Israéliens pour venir négocier, revenir à la table des négociations sur cette question. Là aussi, on peut voir d'ailleurs que si la communauté internationale s'était intéressée à cette chose, si la communauté internationale avait essayé de faire un arbitrage ou une médiation sur la question de ces Palestiniens, eh bien, et avec pousser les Israéliens d'ailleurs à poursuivre les négociations, eh bien, il n'y aurait pas eu de 7 octobre. Donc là, on est aussi dans une situation où les Palestiniens, ne voyant pas d'autre issue pour avoir les Israéliens à la table des négociations, eh bien, se sont lancés dans cette opération. Et leur objectif n'était pas de prendre des civils, leur objectif était de prendre des militaires. Et c'est d'ailleurs, en gros, c'est la plus grande partie d'ailleurs des prisonniers qu'ils ont fait et des militaires, parce que c'est une organisation de résistance. Une organisation de résistance combat contre une force d'occupation et une force militaire. Et c'est effectivement ce qui a été fait. Le problème est que le 7 octobre, il y avait beaucoup de militaires qui avaient été redéployés en Cisjordanie parce que la situation était, comment dire, explosive, au propre et au figuré d'ailleurs, dans la bande pardon, en Cisjordanie. Et donc, la couverture, ou ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza, qui est la zone dans laquelle il y a les forces de sécurité israéliennes pour contenir Gaza, pour exercer l'occupation de facto de la bande de Gaza depuis l'extérieur, eh bien, cette enveloppe était dégarnie
Et puis, on a d'ailleurs eu des témoignages assez précis qui ont été relevés par les médias israéliens qui ont fait état des Palestiniens arrivant chez des civils en leur demandant d'appeler les forces de sécurité pour que les forces de sécurité interviennent et qu'ils puissent prendre des prisonniers. Et puis, ça ne s'est pas fait. L'armée israélienne est intervenue, enfin, les hélicoptères ont commencé à tirer à gauche et à droite, et c'est dans ce chaos que des civils ont été un peu pris comme ça, selon des critères qui ne sont pas très clairs, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, parce que les Israéliens ont montré là une phase totalement chaotique de leur conduite militaire. Ils ont totalement paniqué. Ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Ils étaient aveuglés. Ils n'avaient pas d'informations sur ce qui se passait sur, entre guillemets, le champ de bataille, si vous voulez. Et donc, il y a eu une confusion totale qui a fait que des civils ont été engagés comme militaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de civils israéliens qui ont une arme, qui avaient d'ailleurs leur arme dans la voiture, lors de la rave party notamment. Et donc, il y a eu une phase de chaos qui a conduit les Palestiniens à prendre également des civils dans cette affaire. Il faut rappeler également que le 8 octobre, c'est-à-dire le lendemain de l'opération, alors que les Palestiniens s'étaient retirés dans la bande de Gaza, ils ont offert de libérer les civils. Et ce sont les autorités israéliennes qui ont refusé cette libération parce que les autorités israéliennes ne voulaient pas s'engager dans un processus de négociation avec les Palestiniens. Or, les Palestiniens, eux, n'avaient à ce stade pas l'intention de faire une forme d'échange. Ils voulaient simplement restituer ces prisonniers parce que ça n'était pas leur objectif. Ils voulaient des militaires. Et la raison pour laquelle ils voulaient des militaires, c'est que les Israéliens, par le passé, notamment dans l'affaire Gilad Shalit, avaient montré qu'ils étaient prêts à libérer beaucoup de prisonniers palestiniens en l'échange de quelques militaires. Et c'était la raison pour laquelle les Palestiniens s'étaient plutôt intéressés à garder les militaires et à restituer les civils. Finalement, ces civils seront restitués à la fin novembre, à la suite de négociations, mais c'était pratiquement une chose qui était presque inutile parce que les Palestiniens n'avaient pas l'intention de conserver ces civils. Alors, pourquoi il est important ici de faire la distinction entre civils et militaires? C'est que les militaires sont des gens en mission, sont des gens qui combattent, sont des gens qui exerçaient l'autorité militaire et l'occupation, si vous voulez, qui était la force qui exerce l'occupation contre Gaza, alors que les civils, eh bien, ben, ma foi, ce sont des innocents. Et quand on prend des gens comme ça comme prisonniers, les militaires sont des prisonniers de guerre, puisqu'on est dans une situation d'occupation. Et je rappelle que malgré tout ce que peuvent en dire les médias, et surtout en France notamment, techniquement, Gaza est sous occupation. Même s'il n'y a pas de militaires à l'intérieur de la bande de Gaza, l'occupation s'exerce depuis la frontière, depuis ce que j'ai évoqué tout à l'heure, depuis l'enveloppe de Gaza. C'est à partir de là que s'exerce l'occupation de Gaza, c'est-à-dire que les Gazaouis n'ont aucune liberté d'action quant à leur nourriture, quant à la vie normale. Tout est contrôlé par les Israéliens. On est donc bien techniquement dans un cas d'occupation. Et d'ailleurs, dans mon livre Déluge de l'Aqsa, je montre la liste des organisations internationales, de la Croix-Rouge aux Nations Unies, en passant par, enfin, il y a toute une gamme d'organisations internationales qui considèrent qu'effectivement, Gaza est sous une occupation militaire. Alors, cette occupation, elle est exercée, elle est mise en œuvre par des militaires. Donc, quand les militaires sont capturés, ce sont des prisonniers de guerre. Les civils, en revanche, c'est différent puisqu'ils n'ont pas de fonction pour les forces d'occupation et par conséquent, eux répondent à la définition. On pourrait discuter ça, il y a beaucoup de juristes qui discutent ça, mais on pourrait dire ils peuvent répondre à la définition d'otage. Donc, pour revenir aux 4 qui ont été libérés la semaine passée, le 8 juin à Nuseirat, eh bien, ce sont 4 anciens militaires, enfin des militaires, ils ont été capturés comme militaires. L'un d'entre eux faisait partie des forces de sécurité, donc la police ou un service équivalent, et les 3 autres étaient des militaires. Donc ce sont des prisonniers de guerre en réalité. Donc ça, c'est un élément important de rappeler parce qu'on a dit on a récupéré des otages. Non, ils ont récupéré des prisonniers de guerre. C'est un élément qui est d'autant plus important que et c'est pour ça que cette victoire est finalement une victoire un peu à la Pyrrhus parce que quand on
on regarde l'impact de cette libération et des conclusions qu'on peut en tirer, elles sont finalement défavorables à Israël, déjà dans la manière de les libérer, mais aussi dans ce qu'on a constaté après. Parce que les 4 qui ont été libérés, ils étaient manifestement très bien traités, ils pouvaient voir la télévision, ils pouvaient voir ce qui se passait dans le monde, ils ont été bien nourris, apparemment certains même ont légèrement engraissé, apparemment, hein, d'après les images qu'on a pu en voir après. Donc ils ont été bien nourris malgré les conditions précaires dans lesquelles se trouve la population de Gaza. Ils n'en ont pas fait subir les conséquences à leurs prisonniers. Quand les familles des prisonniers, d'ailleurs, en Israël, disaient que les prisonniers étaient violés pratiquement tous les jours et puis qu'ils étaient en but à de mauvais traitements permanents et des brimades, etc., eh bien, ça semble absolument pas être le cas. Et ce qu'ont dit ces familles-là était tout simplement, apparemment, des mensonges, ce qui n'est pas vraiment surprenant car les mensonges semblent être finalement le narratif qui permet de justifier les crimes qui ont été commis par la suite. Là, on s'aperçoit que les Palestiniens, et je vous rappelle ce dicton qui dit qu'on juge la grandeur d'un peuple à sa manière de traiter les prisonniers, eh bien, quand on compare les prisonniers israéliens et puis les prisonniers, les prisonniers qui ont été détenus en Palestine, eh bien, on est étonné quand même un petit peu de la différence. Et je vous mets ici, alors ça a évidemment beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On voit que la jeune militaire israélienne qui a été capturée, eh bien, avant et après, on la voit pratiquement la même chose, alors que du côté palestinien, eh bien, on a au contraire des gens qui sont mal nourris, battus. On a même des enfants qui ont été, alors c'est lors des libérations qui avaient eu lieu en novembre, on a vu des enfants qui avaient été pas seulement battus, mais qui avaient des bras cassés, etc. On constate donc que la philosophie avec laquelle les Palestiniens ont pris leurs prisonniers et celle des Israéliens est totalement différente. On a d'un côté des Palestiniens qui ont pris des prisonniers non pas par vengeance, non pas par haine, etc., mais pour ramener les Israéliens à la table de négociation. Donc ils ont pris ces prisonniers non pas pour finalement se défouler sur eux, mais simplement pour reprendre une négociation. Alors que du côté israélien, eh bien, on a des prisonniers sur lesquels les gardiens se défoulent littéralement, et on a d'ailleurs les Nations Unies ont relevé que les traitements dans les prisons israéliennes étaient dramatiques et montrent une fois de plus qu'on a affaire à des philosophies, tout simplement une philosophie, une culture très différente, la culture palestinienne. Et là, si on en juge uniquement par la manière dont les prisonniers sont traités, eh bien, on peut dire que les Palestiniens sont comportés en seigneurs par rapport aux Israéliens. Donc, voilà pour cette première constatation. Mais il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut relever, parce que dans l'analyse de cette opération, quand on le regarde maintenant avec les yeux du droit international, on revient à des principes que j'avais déjà évoqués, que j'ai évoqués d'ailleurs dans mon livre, qu'il faut lire pour avoir tous les détails, mais c'est les 3 principes fondamentaux du droit humanitaire international ou du droit de la guerre, si vous voulez. Le premier problème, c'est le problème de distinction, c'est-à-dire qu'on distingue entre civils et militaires. Et on constate d'ailleurs ici, dans l'exemple qu'on a là, que les prisonniers militaires n'étaient pas détenus avec des prisonniers civils, ils étaient détenus de manière séparée. Et ça indique d'ailleurs que les Palestiniens, contrairement à ce qu'on raconte dans nos médias, respectent la différence qu'il y a entre civils et militaires, et aussi dans leur démarche de vouloir restituer très rapidement, le 8 octobre déjà, les prisonniers civils qu'ils n'avaient pas initialement voulu capturer. Et puis, le deuxième principe, c'est le principe de précaution, c'est-à-dire que quand on a la possibilité, quand on doit viser des civils ou des militaires, qu'on ne vise pas un objectif militaire s'il peut mettre en danger des civils. Alors on voit que dans cette opération, les Israéliens n'ont absolument pas tenu compte de ça.
puisqu'ils ont tué d'ailleurs euh, près de 70 fois plus de civils qu'ils n'ont sauvé de militaires. Donc, on voit bien que le principe de précaution n'est pas là. Et puis, il y a finalement le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que quand on utilise une arme ou qu'on veut déclencher une opération, eh bien, cette opération, les dommages collatéraux qui peuvent arriver, qui sont inhérents à n'importe quelle opération militaire, surtout quand celle-ci s'opère dans des zones qui sont fortement habitées, etc., eh bien, on doit mettre en balance le résultat de l'opération et le nombre de dommages collatéraux, si vous voulez. Et il doit y avoir une relation raisonnable de proportionnalité entre le nombre de personnes que vous tuez pour atteindre un objectif et la valeur de cet objectif. Or, on constate, mais de nouveau, ça n'est pas vraiment nouveau, puisque on sait que les Israéliens considèrent les Palestiniens comme des sous-hommes, puisque c'est un des ministres d'ailleurs qui l'a dit, ou des animaux humains, etc. Donc on voit que le ratio qu'il y a entre l'objectif de l'opération, qui était la libération d'otages, qui était d'ailleurs plus que quatre, puisqu'il y en a un ou deux qui ont été apparemment tués par les Israéliens par mégarde, la libération de ces otages ou prisonniers, et puis par ailleurs, le nombre de victimes que l'on cause dans le but d'atteindre cet objectif. Et le ratio étant très, très défavorable, ça montre que les Israéliens n'ont absolument pas de la moindre considération pour la vie des Palestiniens, ce qui est finalement assez cohérent avec ce qu'on a observé depuis le 7 octobre. Et c'est précisément ce ratio extrêmement différent qui a amené la Cour internationale de justice à évoquer la plausibilité d'un génocide. Parce que quand vous avez un ratio aussi énorme entre l'objectif que vous cherchez à atteindre et la quantité de civils tués, on n'est plus dans quelque chose qui ressort des opérations normales. Et malgré tout ce que peut dire la presse internationale, et en France on affectionne souvent le fait de dire que le Hamas se cache derrière les civils, tout ça n'est pas un argument, car si on mène une opération, même si, et je vous rappelle que la nature même d'une résistance est d'être à l'intérieur de la population civile, hein, comme disait Mao, la résistance doit se déplacer comme un poisson dans l'eau dans la population. Donc c'est ce qu'on avait d'ailleurs pendant la résistance en France. La distinction qui était souvent d'ailleurs mal faite par les Allemands entre résistants et population civile. Donc tous ceux qui prétendent que on peut se permettre n'importe quoi dans la mesure où la résistance se trouve parmi la population civile et cachée dans la population civile, eh bien ces gens-là donnent en fait raison au massacre des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est exactement le même principe, hein. Vous ne faites pas de distinction entre les résistants et la population civile, vous massacrez tout le monde en espérant que dans le tas, il y ait des résistants. Et ça n'est pas c'est précisément pour éviter ça que le droit international est venu après la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de fixer des règles et des principes pour la conduite de la guerre, y compris et en particulier dans la guerre anti-insurrectionnelle qui a particulièrement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, qui s'est développée pratiquement dans tout le monde entier, puisque c'est dans les années 40, 50, 60, sont les grandes années des mouvements de libération, des mouvements de guérilla un peu partout dans le monde. Et donc, il a fallu établir des règles, et ces règles prévoient précisément qu'on doit essayer d'avoir une proportionnalité entre l'objectif à atteindre et puis les dommages collatéraux que l'on crée. Et donc ici, on a l'exemple flagrant d'une situation, et quand on voit des gens comme Emmanuel Macron et bien d'autres encore qui félicitent les Israéliens pour leur succès, sans évoquer à aucun moment le prix payé pour ça, eh bien tous ces gens sont des gens, mais ça c'est pas complètement de nouveau étonnant, sont des gens qui sont contre le droit international, qui ne respectent pas le droit international, qui ne le respectent pas pour eux, avec leurs forces d'ailleurs, même avec les forces, parce que maintenant on parle des Israéliens. Les Israéliens, quand on leur fait ce reproche, disent oui, mais les Occidentaux ont fait exactement la même chose, et ils ont raison de le dire, parce que les Occidentaux ont fait exactement le même type d'exaction en Afghanistan, en Irak, en Syrie,
en Libye, au Sahel, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'armée française a été expulsée de différents pays d'Afrique du Nord, parce que tout simplement, on est avec des modes de conflit qui ne tiennent pas compte du principe de proportionnalité, qui travaillent sans aucune stratégie, qui travaillent sans objectif. On essaye d'éliminer le plus possible de gens qu'on a en face, en espérant que là-dedans, il y ait des terroristes. Et puis, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et j'exagère à peine en le disant. Et ça montre d'ailleurs l'inefficacité de la lutte antiterroriste telle qu'elle est comprise par les Occidentaux. Et en particulier dans le cas de la Palestine, eh bien, ça contribue à, si vous voulez, isoler Israël sur la scène internationale et montrer qu'Israël est un pays qui se moque du droit international et des règles du droit de la guerre. Voilà donc l'analyse de cette opération qui est une victoire à la Pyrrhus. Tant mieux pour les prisonniers qui ont été libérés, tant mieux pour eux. Mais comme on voit la manière dont ils ont été traités, eh bien, je dirais que par ailleurs, je salue les familles palestiniennes qui ne sont pas laissées emporter par la haine et qui ont traité ces prisonniers dignement et certainement pas de la manière dont le font les Israéliens de leur côté. Et ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de constater, que d'ailleurs les médias, alors pas les médias français, mais dans le reste du monde, tout le monde a compris ça et je pense que ça n'est ni à la gloire d'Israël, ni à la gloire des pays occidentaux que de ne pas relever ce genre de choses. Et d'ailleurs, je rappelle que la semaine passée, euh, Israël a été porté sur la liste des pays qui maltraitent les enfants. Alors, ils l'ont été avec le Hamas et le djihad islamique palestinien parce que je pense qu'il fallait faire bonne mesure, quoiqu'on ne voit pas très bien dans quelle mesure le djihad islamique palestinien et le Hamas massacrent les enfants au même rythme que les Israéliens. Mais toujours est-il que Israël, soi-disant État démocratique, a été porté sur cette liste des Nations Unies et on a finalement le fait d'avoir mis d'ailleurs des mouvements qui sont considérés comme mouvements terroristes avec un État qui est considéré comme démocratique montre un petit peu la valeur de ce qu'on comprend de la démocratie en Israël. Donc voilà ce qu'on peut en retirer et ça n'est certainement pas la gloire des pays occidentaux. Alors, depuis des semaines, voire des mois, les négociateurs qataris, égyptiens, américains essayent d'imposer un cessez-le-feu. Et on parle donc dernièrement de la proposition de trêve de Joe Biden. Pensez-vous que cette proposition de trêve américaine a des chances d'aboutir? Alors, je ne suis pas sûr de de ce que vous avez en tête, parce que le 10 juin, le Conseil de sécurité a adopté une résolution par 14 voix contre 0, une résolution pour un cessez-le-feu. Alors, il est intéressant de revenir sur cette résolution. C'est historique parce que jusqu'à maintenant, les Américains avaient toujours mis leur veto à une résolution. La résolution qui a été adoptée est une résolution qui est issue d'une proposition américaine qui est basée en grande partie sur un projet qui avait été fourni par le Hamas. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas totalement exotique et qui pouvait être acceptée par le Hamas. La proposition, évidemment, ce n'est pas la proposition directe du Hamas, elle a été modifiée et ce qui fait que cette résolution est actuellement, le Hamas doit donner sa réponse par rapport à cette proposition qui a été, comme j'ai dit, une modification de leur proposition initiale. Alors, que comprend cette résolution? C'est une résolution qui comprend trois phases. Alors, la première comprend un cessez-le-feu immédiat et qui suppose que eh bien, comment, les deux adversaires, si vous voulez, les Palestiniens d'un côté, etc., cessent leurs opérations et puis les otages, femmes, enfants, personnes âgées, etc., sont libérés.
Et dans cette première phase, toujours, on a le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des forces résiduelles dans la zone de Gaza, mais a priori, les troupes israéliennes se retirent de la bande de Gaza. Et puis, dans une deuxième phase, on garantit la fin définitive des hostilités, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait rester comme otage, etc., est libéré. Et puis, on a la fin, si vous voulez, des hostilités, la fin définitive des hostilités dans Gaza. Et dans une troisième phase, on aborderait la reconstruction de Gaza. Voilà les trois éléments de cet accord. Enfin, pas de cet accord, ce n'est pas un accord, c'est la résolution des Nations Unies. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est un petit peu comment les principaux intéressés ont accueilli cette résolution. Alors, comme je l'ai dit, c'est une résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité par 14 voix contre 0. Donc, ça veut dire que les Américains, évidemment, l'ont acceptée. Et l'ambassadrice Linda Thomas Greenfield a évoqué dans son allocution, d'ailleurs, qu'il s'efforcerait de faire respecter cette résolution par Israël, qui en principe était d'accord avec la résolution. D'ailleurs, on peut s'imaginer que les Israéliens, les Israéliens aient été consultés par les Américains lors de l'adoption enfin avant l'adoption de cette résolution. Et puis, on a la position russe qui est intéressante également parce qu'elle rejoint un commentaire qui est important. La Russie n'a pas voulu faire acte de son droit de veto dans cette opération. Et au contraire, la Russie a soutenu l'initiative tout en disant que cette résolution avait des points faibles, notamment au niveau des délais et puis comment dire, de la gestion temporelle, si on peut dire ça comme ça, des trois phases qui ont été évoquées. Et puis, on a finalement l'intervention de l'ambassadrice israélienne, qui, elle, a d'un coup pratiquement balayé à peu près tout ce qu'avait dit l'ambassadrice américaine en disant qu'Israël ne s'engagera pas dans des négociations insignifiantes et sans fin qui pourraient être exploitées par le Hamas comme un moyen de gagner du temps. Ça, je sors ça du site des Nations Unies. Donc, en clair, si vous voulez, les Américains se sont battus pour avoir une résolution qui soit acceptée par tout le monde. Elle a été acceptée par le Conseil de sécurité. Les Russes se sont abstenus. Ils n'ont pas mis le droit de veto, ils se sont abstenus. C'est pour ça qu'on a 14 fois contre 0. Mais la résolution est acceptée. Et on a les Israéliens qui nous disent qu'en l'état, ils ne sont pas intéressés par cette résolution. Alors, ça pose évidemment plusieurs questions. D'abord, pourquoi l'objection des Russes est parfaitement valide? Parce que la proposition du Hamas avait comment dire, j'ai le terme en anglais, des milestones, c'est-à-dire des jalons temporels beaucoup plus précis. Il y avait 42 jours pour faire la première phase, 42 jours pour arriver pour la deuxième phase, et ensuite la troisième phase, reconstruction, etc., aurait été évidemment au-delà de 42 jours. Mais pour les deux premières phases, il y avait des dates butoirs de 42 jours. Et la raison pour laquelle les Palestiniens avaient proposé une date butoir, c'est que les Palestiniens savent très bien que lorsqu'on fait un accord avec les Israéliens, ils sont d'accord de faire l'accord, mais il n'y a pas comme il n'y a pas comment dire, de date butoir, eh bien, on s'éternise. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le processus d'Oslo, où les Palestiniens ont rempli leur part du mandat, et puis les Israéliens ont fait traîner, et on est toujours finalement dans un processus qui n'a jamais été, que les Israéliens n'ont jamais voulu terminer. Et donc, ils se sont engagés dans quelque chose, et puis ils ont laissé continuer l'accord sans accomplir leur part du marché, en quelque sorte. Et le problème de cette résolution, et c'est ce qui a été évoqué par la Russie à propos de cette résolution-là, c'est qu'il n'y a pas de date butoir. Donc, les Israéliens vont s'engager
dans un premier temps pour libérer et recevoir les otages, mais je rappelle qu'il y a une deuxième phase dans laquelle le reste des otages devrait être libéré, et puis donc on est dans quelque chose qui est un peu open-ended, comme on dit en anglais, et c'est exactement ce qui est la réticence des Palestiniens. Ils savent très bien que les Israéliens ne respecteront pas leur part du marché. Les Israéliens n'ont jamais, en réalité, les Israéliens n'ont jamais respecté un seul des accords qu'ils ont faits. C'est ça qui est assez frappant dans toute cette histoire de plus de 70 ans en Palestine. Ils n'ont jamais respecté ce à quoi ils s'étaient engagés. Et ils ont toujours fait traîner les choses de façon à ce qu'on oublie la résolution finale des accords. Et on est exactement dans cette situation, et je pense que le Hamas se rend parfaitement compte qu'on est exactement dans ce même modèle, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Je rappelle que la cessation des actions de combat avait été décrétée par la Cour internationale de justice en fin janvier, le 26 janvier 2024, que la Cour internationale de justice a rappelé l'interdiction et avait enjoint Israël à arrêter immédiatement les opérations militaires en mai 2024 et que Israël n'a jamais obtempéré à ces injonctions. Par conséquent, on voit mal pourquoi aujourd'hui ils obtempéraient à ce que décrète la résolution du Conseil de sécurité, d'autant plus que l'ambassadrice israélienne a déclaré qu'Israël n'avait aucune intention de la respecter. Donc, on voit bien qu'on est un peu dans un dialogue de sourds dans ces choses-là, et ce qui peut apparaître comme un succès, alors c'est certainement un succès, j'allais dire diplomatique, pour les Palestiniens, parce que ça montre que, d'abord, le projet du Hamas a été repris par les Américains, ce qui est quand même pas négligeable, même si les Américains ont enlevé, si vous voulez, les dates butoirs et en ont fait un projet un peu plus, comment dire, un peu moins contraignant pour Israël. Mais c'est finalement la proposition du Hamas qui est venue. C'est la position des Palestiniens euh, qui a toujours déclaré qu'ils étaient prêts à négocier et toujours prêts à entrer dans un processus de paix. Eh bien, on voit que les Palestiniens sont prêts à le faire. Israël a toujours déclaré qu'il ne voulait pas le faire. Donc, on voit bien de nouveau l'écart qu'il y a entre les deux. Et puis, finalement, on voit bien dans le contexte général, et probablement aussi d'ailleurs la libération d'otages qu'on a évoqué tout à l'heure, et la disproportion des victimes pour y aller, finalement contribue un petit peu à obscurcir l'image que le monde peut avoir d'Israël. Et donc, c'est une résolution qui, à mon avis, a peu de chances d'être suivie des faits, mais qui a l'avantage de donner un avantage stratégique aux Palestiniens et malheureusement pour Israël, eh bien, de consacrer sa défaite stratégique en quelque sorte. Et c'est là, et on voit que les Américains, d'ailleurs, ont plutôt tendance à chercher à se distancier d'Israël de plus en plus. Autant, et d'ailleurs sur les deux conflits qui sont actuellement les deux conflits principaux du moment, c'est-à-dire à la fois l'Ukraine et la Palestine, on voit que des deux côtés, les Américains constatent qu'ils n'ont pas le bon allié. L'Ukraine et Zelensky, les Américains essayent de s'en distancier un petit peu parce qu'ils s'aperçoivent que ils vont arriver à rien du tout, qu'à une péjoration de la situation. Alors cette fois-ci, une péjoration même matérielle pour l'Ukraine. Et puis en Palestine, respectivement pour Israël, eh bien on est un peu dans la même situation. On a une opinion publique mondiale qui de jour en jour soutient davantage les Palestiniens et qui de jour en jour critique toujours davantage Israël et voit Israël comme un pays. Et là, je dis pratiquement pays, c'est pas seulement des autorités, c'est aussi un pays qui n'a aucun sens de l'humanité et parce que beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans nos médias, mais qui sont vues sur les réseaux sociaux, où d'ailleurs les jeunes s'informent, et de nouveau, il y a certainement de la désinformation là-dedans, mais il y a aussi
quand même beaucoup de vrais et de choses qui sont réelles, qui sont même publiées par les Israéliens eux-mêmes, qui montrent, par exemple, vous avez les Israéliens qui vont désacraliser la mosquée d'Ibrahim, c'est près de Jérusalem, sauf erreur, et qui vont la désacraliser, et qui vont danser, faire de la musique à l'intérieur, etc. Tout ça sont des choses qui choquent l'opinion, que l'on soit pro-musulman, contre-musulman, le respect de la religion, le respect de la croyance, et de la liberté de religion, eh bien, elle est bafouée littéralement et de la pire manière. Et donc, je pense que tout ça, malheureusement, ne va pas au crédit d'Israël et contribue à faire d'Israël littéralement un État paria. Et c'est ce que j'ai déjà dit dans mes différentes vidéos. Moi, je n'ai pas de parti pour l'un ou pour l'autre. Et je pense que en s'isolant toujours davantage de la communauté internationale, Israël va pas améliorer sa situation, bien au contraire. Et que je pense que sa situation va en s'aggravant à tous les niveaux. Et ça va toucher également la population juive dans le monde, mais la situation de la population juive dans le monde. Et je pense que c'est une mauvaise évolution mais qui, d'un autre côté, est presque, comment dire, mené délibérément par l'État d'Israël. On ne va pas aller peut-être trop loin dans cette histoire. Cette résolution, malheureusement, c'est une des multiples qui contraint Israël à la modération, mais qui sera manifestement pas respectée. Et on est avec des États-Unis qui sont impuissants à infléchir la politique de leur allié, d'un allié qui s'affaiblit constamment sur la scène internationale. Et puis, en finale, eh bien, on s'aperçoit que l'Occident, finalement, mise sur les mauvais chevaux. Et on a un Occident qui est avec des alliés que plus personne ne respecte. Et donc, tout ça est à la défaveur, évidemment, des premiers concernés. Je citais Israël d'un côté, l'Ukraine de l'autre, mais ça concerne aussi l'Occident et ça contribue finalement à cette chute lente, enfin accélérée, pourrait-on dire maintenant, de l'Occident par rapport au reste du monde. Et est-ce que vous pensez que la démission de Benny Gantz du cabinet de guerre israélien va changer quelque chose en Israël? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. Ça va certainement changer beaucoup au niveau de la politique intérieure israélienne, parce que probablement que ça pourrait conduire, ça va certainement reconduire à une reconstitution du gouvernement et puis peut-être à des élections. Je ne sais pas, je connais mal le système politique israélien, mais ça contribue d'ailleurs à montrer comment dire, la faiblesse d'Israël. Et probablement d'ailleurs, c'est cette faiblesse-là qui se traduit par de la brutalité sur le terrain. Et on voit d'ailleurs la même chose en France, hein. Plus l'Ukraine s'affaiblit et plus le pouvoir politique s'affaiblit en France, plus on a des démarches guerrières et on a envie d'aller faire la guerre partout parce qu'on a des problèmes dans son propre ménage et on essaye d'exporter la guerre pour un peu camoufler tout ça. Donc, on a un peu le même phénomène qui se passe en Israël. Ils ont des problèmes de gouvernement, des problèmes de crédibilité du gouvernement. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se leurrer non plus. En Israël, il y a des tensions entre les différents membres du gouvernement. Avec M. Gantz, c'était connu depuis déjà longtemps. Mais ça n'a pas empêché les massacres. Vous comprenez? Et donc, on est avec des gens qui ont des rivalités personnelles, mais qui dans le fond, partagent les mêmes objectifs. Donc, je ne pense pas que ça a un grand impact. D'ailleurs, voyez que après les injonctions de la Cour internationale de justice de supprimer les obstacles à l'envoi d'aide humanitaire à la population de Gaza, euh,
c'est la population même israélienne qui est venue s'attaquer aux camions d'aide humanitaire, qui ont même détruit la marchandise qui était transportée dans ces camions d'aide humanitaire, qui les ont bloqués à l'entrée de Gaza. Donc, c'est même pas le gouvernement qui a fait ça, c'est la population israélienne. Donc, on voit un petit peu avec satisfaction qu'il y a des bisbilles à l'intérieur du gouvernement israélien, mais en réalité, la lutte contre les Palestiniens et le mépris contre la population palestinienne en particulier et arabe en général, elle est très largement répandue dans la population israélienne. La population israélienne est une population européenne, hein, sont tous des gens qui viennent grosso modo d'Europe de l'Est, de Pologne, d'Ukraine et peut-être de Russie. Donc on a des populations qui sont extrêmement racistes à l'égard de la population du Moyen-Orient. C'est une population avec laquelle ils n'ont rien en commun. Il n'y a rien qui les lie. Ce sont des Européens, ce ne sont pas des gens de la région. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune empathie qui se partage, alors que la population juive qu'on trouve dans d'autres pays arabes, c'est-à-dire une population juive qui, elle, est issue de cette région, une population juive qui a ses racines au Moyen-Orient, eh bien, on s'aperçoit que cette population juive vit assez bien en symbiose avec les populations arabes. Ils ont l'habitude de vivre ensemble depuis des générations, depuis des siècles, et donc ce sont des populations qui sont bien intégrées et puis qui vivent en bonne intelligence, que ce soit en Iran, en Irak, pratiquement dans tous les pays arabes. Le problème est venu en Israël par une population juive qui, elle, n'est pas issue de la région. C'est une population qui a absolument rien en commun avec le Moyen-Orient. C'est une population d'Europe orientale, purement et simplement. Ils en ont toutes les caractéristiques, y compris les caractéristiques qu'on a malheureusement en Europe, qui sont celles du racisme, qui sont celles du mépris pour les autres, du dédain pour les populations qui sont du Sud, etc. Et on retrouve exactement la même chose. Donc, on peut se satisfaire peut-être d'avoir des problèmes au sein du gouvernement Netanyahou parce qu'on n'aime pas M. Netanyahou, mais d'un autre côté, ça ne veut pas du tout dire qu'il va y avoir un revirement radical de la politique à l'égard des Palestiniens. Depuis 75 ans, on a la même situation en Palestine. Ce n'est pas un changement de régime. Il y a eu nombreuses crises de régime en Israël et ça n'a jamais apporter de changements radicaux dans la position des Israéliens par rapport aux Palestiniens. Donc, je ne pense pas qu'il faille ici capitaliser et espérer beaucoup sur ces changements qui pourraient arriver au sein du gouvernement israélien. Alors, troisième question concernant la situation au nord d'Israël et l'intensification des tirs entre le Hezbollah au Liban et l'armée israélienne. Y a-t-il un risque d'embrasement du conflit entre Israël et le Hezbollah qui vient encore de perdre plusieurs chefs militaires? Alors, oui, effectivement, depuis le début de la guerre à Gaza, on a un peu oublié ce qui se passait au nord d'Israël. Et le Hezbollah a pris le parti d'aider les Palestiniens de Gaza en créant une tension au nord. Et ceci avec l'objectif de fixer l'armée israélienne ou les troupes qui sont au nord d'Israël, les fixer au nord et de les empêcher d'aller vers le sud. C'est un peu la manœuvre qu'a le Hezbollah. Alors, il est important ici de comprendre que le Hezbollah n'est pas dans la même situation que les Palestiniens. D'ailleurs, ils ne partagent pas du tout les mêmes objectifs. Les Palestiniens, pour des raisons qu'on a déjà évoquées, considèrent que la terre de Palestine, c'est-à-dire la terre qui aujourd'hui est occupée par l'État d'Israël, est une terre qui leur a été prise indûment, pour ne pas dire volée. C'est la raison pour laquelle ils parlent toujours d'une autorité temporaire d'Israël, sur la terre de Palestine, qui serait Israël. On parle souvent d'entité sioniste temporaire ou d'entité israélienne temporaire, etc., dans le sens où la terre qui a été prise, et de fait, ce n'était pas du tout ce que prévoyait la résolution 181 des Nations Unies de 1947, qui prévoyait que les terres seraient partagées par référendum et non pas par l'usage de la force, bien entendu, ce qui s'est finalement passé. Donc, les Palestiniens veulent libérer
si vous voulez, la Palestine et reprendre leurs droits, recouvrer leurs droits sur ces terres. Les gens du Hezbollah n'ont aucune prétention sur la terre de Palestine. Ça, c'est très important de le rappeler. Ils n'ont pas du tout l'intention d'aller libérer des terres en Israël. Ce ne sont pas leurs terres. Ils n'ont aucune prétention sur ces terres. En revanche, le Hezbollah a pour vocation de faire libérer ou de libérer les territoires qui sont encore occupés par Israël au sud Liban. Parce que, contrairement à ce qu'affirment nos politiciens et beaucoup de nos journalistes d'ailleurs, qui n'y connaissent d'ailleurs rien du tout, Israël ne s'est pas totalement retiré du sud Liban. En 2005, les Israéliens ont conservé des terres. La plus connue, c'est ce qu'on appelle la zone des fermes de Shaba, qui se trouve au sud-est du Liban, enfin aux confins de la Syrie, d'Israël et du Liban, et certaines zones qui sont attenantes au Golan, aux hauteurs du Golan, qui sont sous contrôle israélien. Et où d'ailleurs il y a des, comment dire, des installations de renseignement d'ailleurs. Au nord du pays, vous avez le site par exemple de Jabal al-Sheikh, ou si on prend la terminologie israélienne, c'est le mont Hermon, qui est une zone qui se trouve, ici mon dessin le montre, en dehors de la frontière israélienne. Enfin, c'est un territoire qui est occupé par Israël et qui est les hauteurs du Golan, qui malheureusement ne figure pas sur cette carte. Mais ce site, Jabal al-Sheikh, c'est un site d'écoute électronique qui a été mis en place par les Israéliens sur les hauteurs du Golan. Et ça fait partie de ces zones contre lesquelles le Hezbollah voudrait libérer parce que ça appartient au sud Liban. Et donc, on a cette guerre contre le Hezbollah. C'est une guerre pour récupérer leurs terres. Et puis, il y a tout le long de la frontière entre le sud-Liban et Israël, il y a une multitude, il y a environ une vingtaine de petites zones, très petites d'ailleurs, qui peuvent avoir quelques dizaines de mètres de large, qui sont des zones que Israël conserve. Et lorsque Israël s'est retiré en 2005, ils ont déplacé la frontière pour que cette frontière leur permette de mettre des installations d'observation, des postes de surveillance et des choses comme ça, qui sont sur le territoire libanais. Qui, comme je l'ai dit, sont des territoires minuscules, hein, c'est quelques dizaines de mètres souvent, mais c'est du territoire libanais. Et le Hezbollah a clairement déclaré que tant que tous les territoires n'étaient pas libérés, eh bien, il y aurait une situation conflictuelle avec Israël. Donc, profitant d'une certaine manière de cette situation, le Hezbollah eh bien, a joué sa carte pour aider Gaza en fixant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'armée israélienne. Alors, depuis octobre, le Hezbollah a fait à peu près plus de 4400 attaques contre Israël, contre des objectifs militaires en Israël, contre en fait près de... Alors, de nouveau, les chiffres sont des chiffres qui ont été donnés par le Hezbollah. Dans quelle mesure ils sont justes, on peut discuter ça, mais selon le Hezbollah, ils ont attaqué 1600 objectifs militaires dans le nord. Donc on voit que la guerre qui se déroule à la frontière entre le Liban et Israël, qui est confiné à cette zone frontalière jusqu'à maintenant, n'est pas insignifiante. Elle s'est un peu accentuée ces derniers temps, avec d'ailleurs l'accentuation de la pression israélienne à Gaza. Et en Cisjordanie d'ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas oublier la Cisjordanie dans l'équation. La Cisjordanie, c'est un endroit où, avec le gouvernement de Netanyahou, ce gouvernement d'extrême droite, et on a les Ben Smotrich et Ben Gvir, qui sont d'ailleurs eux-mêmes d'anciens colons hein, de Cisjordanie. Donc, c'est des gens qui essayent de promouvoir les implantations en Cisjordanie. Donc, les tensions ont évidemment très largement augmenté dans cette
en Cisjordanie, ce qui a imposé d'ailleurs des redéploiements de militaires en Cisjordanie. Donc en fait, Israël se bat sur trois fronts, si vous voulez. Il y a Gaza, naturellement, celui dont on parle le plus, mais également la Cisjordanie et évidemment le nord. Et au nord, eh bien, Israël a dû évacuer déjà depuis la fin de l'année passée. Il y a plus de 100 000 habitants israéliens qui ont dû être retirés de la zone frontière et qui logent dans des zones un peu plus au centre du pays, dans des hôtels, etc. Et qui d'ailleurs constituent une charge pour l'État israélien, ceci étant. Et les attaques du Hezbollah ont cette particularité, c'est elles se sont à la fois affinées et complexifiées. Complexifiées au sens technologique du terme, dans la mesure où le Hezbollah a, comment dire, développé des armes pour lutter spécifiquement contre Israël, des attaques, et on a vu des attaques spectaculaires contre les installations du dôme de fer, donc qui est l'installation principale des Israéliens pour lutter contre les roquettes et les tirs d'artillerie, de roquettes d'artillerie contre Israël, et contre différentes installations tout le long de la frontière, contre des installations d'écoute électronique, des installations de surveillance, etc., avec des missiles anti-chars, par exemple, qui ont été transformés avec des caméras vidéo, etc., de façon à pouvoir documenter les attaques effectuées. Et on voit effectivement que le Hezbollah a une quantité de succès absolument incroyable. Et puis, les Israéliens sont évidemment pris entre deux chaises d'une certaine manière, parce que, ou entre deux feux, pour être plus en circonstance, parce qu'ils s'aperçoivent bien qu'ils ont une guerre à Gaza qu'ils maîtrisent mal, voire même pas du tout, parce qu'à Gaza, pratiquement aucune des zones qu'ils ont bombardées, détruites, etc., n'est maîtrisée par Israël. D'ailleurs, l'exemple de la libération d'otages à Nuseirat, dans une région que les Israéliens eux-mêmes avaient occupée pendant très longtemps et sur laquelle il y avait les otages, mais les Israéliens n'avaient aucune idée, montre que les Israéliens ne maîtrisent absolument aucune partie du territoire. Mais ils ont perdu, les pertes matérielles et en personnel sont absolument énormes. En Cisjordanie, la situation est explosive et pourrait bien exploser cette fois-ci de manière aussi brutale qu'à Gaza. Et au nord, les Israéliens savent depuis 2006 que une attaque contre le sud Liban risquerait bien d'être désastreuse. Je rappelle que en 2006, les Israéliens avaient attaqué le sud Liban en représailles pour l'enlèvement, entre guillemets, de deux militaires israéliens. Et comme illustration de ce que je disais tout à l'heure, ces deux militaires israéliens ont été capturés dans une de ces zones où la frontière a été déplacée par les Israéliens. Donc, si vous voulez, pour les Israéliens, les deux militaires se trouvaient dans la frontière d'Israël, mais pour les Libanais, les militaires se trouvaient sur le territoire libanais. Et la frontière du Liban, qui a été tracée en 1948 ou 49, c'est la frontière légalement reconnue pour le Liban. Donc effectivement, ces militaires israéliens, ils n'étaient pas sur territoire israélien, ils étaient effectivement sur territoire libanais. C'est la raison pour laquelle le Hezbollah les a pris comme prisonniers. Et c'est ce qui a été un déclencheur de la guerre de 2006. Et là, la guerre de 2006, eh bien, elle a évolué un peu de la même manière que celle de Gaza. C'est que lorsque l'armée israélienne est arrivée avec ses chars et tout ça, et une infanterie qui était organisée pour combattre de manière conventionnelle, eh bien, ils se sont trouvés face à des réseaux de tunnels, de tranchées, de bunkers, etc. D'ailleurs, quand on a des tranchées, des bunkers, etc., ça veut dire qu'on est dans une organisation qui est défensive. Parce que le bunker ne se déplace pas, bien sûr, c'est une organisation défensive et organisée pour la défense. Et Israël n'était pas du tout préparé à une défense de cette nature, très bien organisée, magnifiquement coordonnée, et ça a été une claque pour les Israéliens. D'ailleurs, il y a eu des commissions d'enquête pour déterminer comment on avait pu passer à côté de l'évaluation de la qualité des défenses du Hezbollah. Et d'ailleurs, cet épisode de 2006 est important de rappeler ici parce que le Gaza s'est inspiré de cet exemple du Hezbollah pour
euh, pour organiser son système de défense. Et c'est effectivement le même système de défense qu'on a à Gaza que l'on avait ou que l'on a encore au sud Liban. Et c'est pour la deuxième fois, les Israéliens font l'expérience de structures de combat qui ont une structure défensive et non pas offensive comme on essaye de le faire croire dans nos pays. C'est une structure défensive très bien organisée, très bien entraînée, très bien étudiée et avec une vraie stratégie. Et c'est pour ça que d'ailleurs même la presse israélienne avait rappelé que Sinwar Yahya ou Yahya Sinwar avait récemment dit que aujourd'hui, les Israéliens sont exactement là où le Hamas les voulait, c'est-à-dire sur leur territoire. Parce que tant qu'il y avait cette occupation depuis l'extérieur de la bande de Gaza, les Gazaouis ne pouvaient pas faire grand-chose, puisqu'ils ont cette occupation depuis l'enveloppe de Gaza. Et pour pouvoir faire quelque chose contre les Israéliens, il fallait que les Israéliens entrent sur le territoire de Gaza. Et c'est le piège dans lequel les Israéliens sont entrés, parce que de nouveau, ils n'ont pas su évaluer la nature de la menace. Et c'est exactement, eh bien, finalement, ce qui s'est passé. Donc, au nord, Israël hésite et il y a des discussions d'ailleurs en ce moment pour savoir s'il faut monter en puissance la réponse israélienne au sud Liban. Et apparemment, les Israéliens ne sont pas trop pressés de le faire parce que justement, ils n'ont pas envie d'être dans une guerre complète sur trois fronts qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, le sud Liban, j'ai peut-être oublié de le dire, mais c'est une zone qui, malgré la présence de la force d'interposition des Nations Unies, la FINUL, est une zone qui est régulièrement frappée par Israël. Donc, de nouveau, on a toujours l'impression, quand on écoute les nouvelles, que c'est le Hezbollah qui fait des choses comme ça, un petit peu à bien plaire, simplement pour le plaisir d'aller tirer sur Israël. On ne se rend pas compte, mais récemment, il y a un ministre libanais qui a évoqué le fait que depuis 2006, c'est-à-dire depuis l'adoption de la résolution concernant la libération du Sud-Liban, les Israéliens ont violé près de 35 000 fois l'espace aérien sud-libanais. Et que depuis entre octobre 2023 et février 2024, durant cette seule période, les Israéliens ont violé 1800 fois l'espace aérien sud-libanais, et ça durant près de 5500 heures. Donc, on n'est pas sur une présence anodine et puis des violations de l'espace aérien comme ça, anodines, parce qu'on a un petit problème de transpondeur et puis on déborde de quelques dizaines de mètres sur la frontière d'espace aérien libanais. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus sérieux avec des vols d'observation, des frappes aériennes, etc. Donc, si vous voulez, c'est une situation que les Sud-Libanais et les gens notamment les gens du Hezbollah, vivent depuis des années, mais dont on ne parle jamais, qui sont chaque fois rapportés dans les rapports de la FINUL, de la Force d'interposition des Nations Unies, mais que personne ne relève parce que, de nouveau, il y a cette impunité tacite qu'on accorde à Israël. Et alors, on note simplement les réactions du Hezbollah, mais on note jamais les raisons pour lesquelles le Hezbollah réagit. Donc, on est dans une situation de guerre déjà. Elle pourrait exploser dans quelque chose de plus large. Et probablement que ça, c'est une chose qui pourrait arriver avec un certain degré de probabilité, mais qui, en l'état, qui fait quand même un peu hésiter les Israéliens parce qu'on pourrait s'acheminer sur un nouvel échec des Israéliens dans cette zone. Donc voilà un petit peu l'image de la situation. Oui, quand on regarde le nombre de morts et le nombre de blessés, effectivement, il est aussi 20 fois supérieur au Liban par rapport à Israël. En Cisjordanie, c'est la même chose, quand on regarde les chiffres depuis le 7 octobre. Et évidemment, à Gaza, on a vu les chiffres qui approchent les 40 000. A-t-on une idée des morts du côté israélien? Alors non, les Israéliens restent évidemment, et probablement à juste titre, extrêmement discrets sur leurs pertes, à la fois ce qu'on appelle les pertes, c'est-à-dire quand on parle de pertes en termes militaires, en termes techniques, c'est-à-dire les morts, les blessés et les disparus, déserteurs, etc., y compris les prisonniers d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on perd, si vous voulez, grosso modo. Le chiffre des pertes n'est pas connu et le chiffre des morts n'est pas non plus connu.
Il y a des estimations, elles varient un petit peu. C'est-à-dire que le chiffre officiel pour Israël, je crois qu'il y a 200, grosso modo 200 morts pour Gaza, parce qu'ils ne peuvent pas tous les cacher, bien entendu. Il y en a quand même quelques-uns qui apparaissent, et puis les parents se rebellent aussi un petit peu quand même. Et donc, le chiffre officiel tourne autour de 200. Mais les documents qu'on a, parce que, et ça c'est intéressant, du côté palestinien et du côté du Hezbollah d'ailleurs, les engagements sont généralement filmés. C'est-à-dire qu'on a sur les réseaux sociaux une documentation assez étendue des actions qui sont menées parce que des actions sont pratiquement systématiquement filmées. On peut faire une sorte d'analyse après action euh, qui, qui permet d'estimer le nombre de victimes. Alors, on ne peut pas toujours savoir si les personnes, le gars qui a été touché est mort ou blessé ou grièvement blessé, etc. Ça, on ne peut pas toujours le dire. Même quelquefois, la nature de l'action permet de dire que la personne, enfin l'adversaire avait peu de chances de survie, enfin l'Israélien en l'occurrence avait peu de chances de survie, mais ça permet au moins d'avoir une idée sur les pertes, à défaut d'avoir une idée sur les morts. Mais on a une quantité de documents qui montrent du côté des Palestiniens qu'il y a effectivement les succès sont marquants. Du côté israélien, eh bien, les Israéliens montrent assez peu d'images, ils n'en ont pas beaucoup. Il n'est pas sûr qu'ils aient beaucoup de succès en dehors des bombardements qu'ils font et qui sont indiscriminés par nature. Et les Israéliens sont incapables d'évaluer le nombre, la quantité de pertes subies par les structures militaires ou les structures armées de la résistance palestinienne. Et c'est effectivement un problème, en fait, pour les Israéliens, c'est un problème de renseignement parce que vous estimez l'affaiblissement de votre adversaire, mais vous n'êtes jamais en mesure d'avoir une certitude sur l'affaiblissement de votre adversaire. Alors, quand on voit les pertes, par exemple, on parle de 33 000 ou 35 000 pertes civiles. Alors, les Israéliens vous diront que là-dedans, mais ils vous diront ça de manière un peu forfaitaire, il y a 30% de gens du Hamas. En réalité, ils n'en savent rien du tout. Mais ils partent de l'idée que quand vous avez enlevé les femmes et les enfants, ce qui reste, ce sont des gens du Hamas. Alors, c'est très bien pour la propagande, mais ça n'arrange rien concernant l'évaluation de votre adversaire. En termes de renseignement, c'est plutôt ce que font les Israéliens est plutôt une faiblesse qu'une force. Parce que, comme j'ai dit, oui, ils peuvent très bien dire, comme ça va satisfaire les journalistes de Libération, du Monde, BFM TV et d'autres. Ils peuvent dire, voilà, les Israéliens ont décimé, ont touché la moitié ou un tiers des capacités du Hamas. Mais tout ça, ce sont des estimations. Ce qui compte, c'est la réalité du terrain. Et en sous-estimant l'adversaire, eh bien, vous avez toutes les chances de vous retrouver vous-même finalement pris par votre propre narratif. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs en Ukraine. À force de surévaluer les pertes russes, eh bien, on a un peu baissé la garde d'une certaine manière. Et puis on a pensé que bon, bah, comme on est gagnant, il n'y a pas de problème. Les autres sont des idiots, nous on est les meilleurs. Et par conséquent, on peut avancer poitrine découverte. Et c'est un petit peu le même phénomène qu'on observe à Gaza. Et, et c'est toute la problématique, si vous voulez, de, de l'évaluation de l'adversaire qui est du coup fausse. Et vous avez un adversaire que vous avez estimé à une force inférieure à celle qu'elle est réellement. Et ça explique en partie pourquoi Israël ne maîtrise strictement rien du tout, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un assessment sur la qualité objective de leur adversaire. Je vous remercie, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Opération Déluge d'Al-Aqsa aux éditions Max Philo. Merci bien, merci à vous et à une prochaine vidéo.